Alors bonjour, mon nom est Anne Boyer, je fais partie du groupe Laboratoire 1 et je vous présente aujourd'hui la manière de procéder à une évaluation tête-pied complète d'un patient en période post-opératoire et plus précisément d'une patiente ayant subi une intervention chirurgicale pour la mise en place d'une PTH ou d'une PTG. Donc, la première chose à faire, ce sera de me présenter auprès de ma patiente, donc en lui mentionnant mon nom et mon titre. Et ensuite, je vais procéder à la double vérification, c'est-à-dire que je vais demander à ma patiente de se nommer par elle-même. Je vais vérifier son bracelet d'identité et ça de sorte à m'assurer d'avoir bel et bien la bonne patiente devant moi. Ensuite, ce que je vais faire, c'est mentionner le but de ma présence. Donc, dans ce cas-ci, c'est de faire une petite évaluation. Et je vais aussi m'assurer d'obtenir le consentement de ma patiente. Donc, déjà à ce moment-ci, j'ai pu évaluer en partie l'état général de ma patiente en portant une attention particulière à la coloration de son faciès. Je vais ensuite poser quelques questions pour évaluer le niveau de bien-être de ma patiente. Donc, je pourrais lui demander, par exemple, comment vous vous sentez ce matin? Est-ce que vous avez bien dormi? Est-ce que vous avez de la douleur ce matin? Et je vais mentionner à ma patiente que même si elle ressent une faible douleur, donc elle évalue par exemple à 1 ou 2 sur 10, ce qui serait important de m'en faire part. Alors, si ma patiente présente un symptôme, je vais procéder à l'évaluation de ce symptôme selon le PQRSTU, évidemment. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dans le fond, durant cet échange-là, j'ai pu évaluer l'état de conscience de ma patiente, de même que son niveau de sédation. Donc, j'ai pu remarquer, par exemple, que ma patiente était alerte et éveillée. Ensuite, pour évaluer l'orientation dans les deux sphères, soit temps et espace, je peux demander à ma patiente de me nommer la date à laquelle on se trouve ou l'établissement dans lequel elle se trouve. Mon échelle de Glasgow qui me renseigne au niveau de conscience de ma patiente, je l'ai fait donc dès mon entrée dans la pièce. Si je veux faire une évaluation plus en profondeur des signes neurologiques de ma patiente, je peux toujours procéder à l'évaluation de la réaction des pupilles à la lumière et aussi commander certains gestes à ma patiente donc pour évaluer la mobilité au niveau des membres inférieurs et supérieurs de ma patiente. Ensuite, je vais aussi évaluer le niveau d'anxiété de ma patiente. Et c'est toute cette évaluation-là qui va me permettre finalement de déceler la présence d'un délirium, qui est une complication susceptible de se produire en période post-opératoire, surtout chez la clientèle âgée, comme c'est le cas en ce moment. Donc, je procéderai aussi à la prise des signes vitaux. Donc, je prends ma température qui peut m'indiquer la présence d'un processus infectieux, d'une hyperthermie ou d'une hypothermie, qui sont toutes des complications susceptibles de se produire à la suite d'une intervention chirurgicale. Je prends aussi ma pression artérielle, mon pouls, ma saturation en oxygène, de même que mon rythme respiratoire que je vais aller prendre sur une période de 1 minute plutôt que de 30 secondes. Donc, je vais aussi évaluer l'amplitude respiratoire et le rythme respiratoire de ma patiente. Donc, c'est important de faire une évaluation complète la fonction respiratoire en période post-opératoire pour déceler la présence d'une dépression respiratoire qui est susceptible de se produire chez les patients qui reçoivent des analgésiques opioïdes. Il faut aussi mentionner que ma patiente est âgée et qu'elle est MPOC, donc le risque pour elle de souffrir d'une dépression respiratoire est encore plus grand, donc d'où l'importance de bien effectuer cette évaluation-là auprès d'elle. Ensuite, au niveau du nez, je me questionne, est-ce que ma patiente a un TNG? Est-ce qu'elle a une lunette nasale ou un ventimasque? Et si c'est le cas, est-ce que le débit d'oxygène est le bon? Donc, est-ce que c'est bien celui-là qui est indiqué à la prescription? Et est-ce que tout mon matériel est bien mis en place? Ensuite, ce que je vais faire, c'est questionner ma patiente, donc à savoir si elle a des vomissements ou des nausées. Donc, ce sont des complications qui sont susceptibles de se produire chez les personnes qui ont subi une chirurgie. Donc, ça peut s'expliquer par la prise d'opioïdes, mais aussi la prise d'anesthésique. Donc, si c'est cette évaluation-là, finalement, qui va me permettre de déterminer mes interventions infirmières. Donc, par exemple, est-ce que je devrais procéder à l'administration d'un antiémétique selon l'ordonnance? Je vais aussi me questionner par rapport à la diète de ma patiente. Donc, en gardant en tête qu'en général, le patient, à la suite d'une intervention chirurgicale, va devoir demeurer à jeun pendant 2 heures. Ensuite, on va pouvoir introduire l'eau.
Et 4 heures environ après la chirurgie, on va pouvoir introduire une diète progressive, donc en débutant avec une diète liquide. Donc tout ça est inscrit à la prescription et c'est important de s'y référer. Ensuite, est-ce que ma patiente a un mal de gorge? Ça peut s'expliquer par une anesthésie de plus de 3 heures, donc une anesthésie générale, ou par l'insertion d'un tube endotrachéal durant la procédure chirurgicale. Si c'est le cas, je peux lui donner des glaçons ou des pastilles. Autrement, au niveau des bras, donc je vais aller vérifier la perfusion de ma patiente. Donc, est-ce que mon sac de perfusion est bien le bon? Donc, dans ce cas-ci, c'est un dextrose 5% demi-salin. Donc, je vais vérifier là, ma poche de soluté. Je m'assure aussi que mon débit est le bon. S'il n'est pas correct, donc je vais l'ajuster. Dans ce cas-ci, c'est un débit à 100 ml par heure. Je suis toute ma tubulure pour m'assurer qu'elle ne soit pas coudée, qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Et je vais ensuite aller vérifier le site IV. Donc, je vais aller déceler la présence de signes qui pourraient m'indiquer soit une infection ou une infiltration, par exemple chaleur, de la rougeur, de la douleur, de l'œdème, une blancheur ou une froideur dans le cas d'une infiltration. Et je vais aussi vérifier la perméabilité de mon site IV, donc de mon cathéter, en pinçant la tubulure et en m'assurant de voir d'observer un retour veineux qui m'indique finalement que mon gelco est bien en place au niveau de la veine. Ensuite, au niveau des poumons, ce que je vais faire, c'est je peux procéder toujours à une évaluation plus en profondeur, donc en auscultant, en m'assurant d'entendre des murmures vésiculaires dans tous les lobes, de façon bilatérale et équivalente. Je pourrais aussi déceler la présence de bruits adventistes, donc par exemple des ronchis, des sibilances, etc. Aussi, je dois m'assurer qu'il y a un inspiromètre au chevet de ma patiente et que ma patiente fait bien des exercices. Donc, on recommande de faire 5 minutes par heure ou prendre entre 4 à 5 inspirations par heure et pas plus de 10 à 12 inspirations par heure. Donc, l'inspirométrie, ce que ça va faire, c'est venir prévenir certaines complications comme notamment la téléctasie, la thrombophlébite et les infections des voies pulmonaires, donc par exemple la pneumonie qui s'explique par une accumulation de mucus au niveau des voies respiratoires qui stagne finalement. Ensuite, je peux évaluer la fonction intestinale de mon patient, donc inspecter est-ce qu'il y a des masses, est-ce qu'il y a une distension abdominale. Je peux questionner mon patient, est-ce qu'il y a des flatulences, des gaz, est-ce qu'il se sent ballonné. Je peux aussi ausculter, donc en débutant dans le cadran inférieur droit toujours, en auscultant pendant 1 minute. Je m'attends à entendre entre 4 à 34 bruits et j'ausculte dans tous les cadrans, donc dans le sens horaire, toujours dans une période de 1 minute. Donc, c'est ce qui va me permettre finalement de déterminer si le péristaltisme a repris chez mon patient. S'il n'a pas repris, on va parler d'un ileus paralytique. Aussi concernant le système gastro-intestinal, important de se rappeler que la constipation est une complication fréquente chez le patient en période post-opératoire. Donc, pour prévenir la constipation, ce que je peux faire, c'est m'assurer que mon patient se mobilise, donc d'où l'importance d'un lever précoce, un apport hydrique élevé, un apport en fibres élevé, aussi l'administration de laxatifs selon la prescription. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent prévenir la constipation. Et toujours, on va se fier à la situation clinique de mon patient. Donc, ensuite, je vais aller vérifier le pansement de ma patiente. Donc, déterminer si c'est un écoulement. S'il y a un écoulement de sang, donc je vais aller le délimiter à l'aide d'un crayon pour en suivre l'évolution. Donc, ce que je vérifie, c'est la quantité. Que j'évalue selon la proportion du pansement qui est souillé, la qualité, donc quel type d'écoulement, la consistance et aussi l'odeur. Alors,
Je dois aussi toujours m'assurer de vérifier sous la plaie. Donc, s'il y a une PTG, par exemple, il est important de vérifier sous le genou pour déceler la présence d'une hémorragie, notamment qui est une complication qui est susceptible de se produire et que je pourrais prévenir en appliquant de la glace qui permet une vasoconstriction et donc environ 20 minutes par heure, donc au niveau soit de la hanche ou du genou. Ma patiente a aussi un hémovac, donc je vais vérifier la quantité de liquide qui a été drainé par l'hémovac en gardant en tête que dans le premier 24 heures, on s'attend à recueillir entre 200 et 400 millilitres. Si j'ai plus de 400 millilitres qui a été recueilli, je vais aller me référer à mon protocole. Donc, à savoir est-ce que je dois désamorcer le drain ou non. Si mon drain est rempli, par exemple, à la moitié ou aux 3/4, je vais le vider dans une petite tasse à mesurer, noter la quantité au bilan IE de ma patiente et je vais ensuite le réamorcer. Donc, voilà pour ce qui avait attrait à l'hémovac. Dans le cas d'une PTH, c'est aussi important de vérifier que ma patiente se couche sur le côté de sa chirurgie, non pas le contraire, qu'elle ait pendant le premier 24 heures le coussin adducteur entre ses hanches pour éviter une luxation. Il va aussi être important d'évaluer pendant mon pied si ma patiente a une sonde. Donc, si c'est le cas, je vérifie qu'elle est bien en place, qu'il n'y ait pas de fuite. Je vais aller vérifier la quantité d'urine recueillie dans le sac récolteur. Je vais aller vérifier la couleur de l'urine au niveau de la tubulure et noter la quantité recueillie au bilan ingesté excréta. Donc, toujours important de vérifier la diurèse de ma patiente en période post-opératoire, étant donné qu'il y a un risque de rétention urinaire, donc encore une fois, qui est dû à la prise d'anesthésique et d'analgésique opioïde. Alors ensuite, ce que je vais faire, c'est vérifier les signes neurovasculaires, donc au niveau des membres inférieurs, les deux membres inférieurs pour pouvoir bien comparer. Donc, je vérifie la couleur, la chaleur, la mobilité, la sensibilité, le retour capillaire et la présence d'œdème. Autrement, je dois vérifier mon bloc moteur et je vais aussi vérifier mon bloc sensitif, par exemple, en passant à une épidurale ou une rachianesthésie au niveau, là, avec un glaçon, aller noter dans la feuille, là, donc la partie qui est encore sous anesthésie. Je dois aussi inspecter les membres inférieurs, donc est-ce que je peux voir un trajet veineux? Est-ce que j'observe une rougeur qui peut m'indiquer la présence d'une thrombose veineuse profonde, d'une thrombophlébite? Le test d'Omens aussi va me permettre de déceler cette complication-là chez ma patiente. Et donc, ce que je pourrais faire pour finalement prévenir une thrombose veineuse profonde, c'est d'encourager la mobilité de ma patiente, encourager ma patiente à faire des petits exercices avec ses pieds de rotation au lit, aussi administrer des anticoagulants selon la prescription médicale de ma patiente, l'encourager à changer de position à tous les 2 heures et faire de l'inspirométrie aussi, ça peut aider. Puis, en agissant sur ce problème-là aussi, je réduis mes risques d'embolie pulmonaire, donc qui est une autre complication susceptible de se produire chez mon patient en période post-opératoire. Pour ce qui est de la PTG, je m'assure que mon pansement compressif est bien en place. Je vais aller évaluer l'amplitude de mouvement de ma patiente au niveau de son genou et je vois aussi à ce que le Zimmer soit bien en place lors de la mise en charge. Donc, voilà pour ça.